messieurs, bonsoir et merci d'être au rendez-vous. Il est 20h, les titres de cette édition. Un habitant descend pour un prix correct la baisse du coût du loyer annoncé par Aminata Touré séduit consommateurs et locataires qui jugent la mesure applicable. Ils disent oui pour l'engagement du gouvernement, mais aussi oui pour un État fort qui fera face aux promoteurs immobiliers. Incendie du marché Sandaga, les commerçants attendent les résultats de l'enquête annoncée par le Premier ministre. À côté de la vérité, ils attendent aussi de l'argent. Être indemnisés, c'est ça qui les intéresse. 96 heures renouvelables, c'est le mot d'ordre décrété ce matin par les étudiants de la faculté de médecine. Ils ont repris les cours depuis le début du mois et veulent être logés. Autre doléance, payer moins cher pour les inscriptions. Le syndicat des routiers remonté contre les autorités. Il fustige la démarche de l'État dans l'histoire du permis à points et du coût des timbres. Les transporteurs faisaient face à la presse ce matin. Le sport, ce sera l'affaire de Pape Abdoulaye Der en fin d'édition. Notre invité, Fatou Diom, l'auteur de l'ouvrage Le ventre de la mer, nous parlera de ses projets, le développement de tout ceci dans un instant. Bonsoir à tous. Retour sur la déclaration de politique générale. Dans son grand oral, le Premier ministre Aminata Touré a annoncé hier la baisse imminente du coût du loyer à Dakar pour l'ASCOSEN et l'Association pour la défense des locataires. Il s'agit d'une bonne nouvelle. Seulement l'applicabilité freine aujourd'hui tout espoir de soulager les populations. C'est un reportage de Cheikh Ahmed Tidiane Diouf à la caméra Aline Diagne. La cherté du loyer à Dakar a occupé une place importante dans la déclaration de politique générale du Premier ministre. Aminata Touré a fait part de la volonté du gouvernement de revoir les prix à la baisse, une annonce bien accueillie de part et d'autre. C'est une nouvelle pour nous qui est extrêmement importante parce que nous avions demandé à ce que ça soit fait, parce que nous avions fait une analyse très simple. Nous nous sommes rendus compte que l'enquête de la direction de la statistique montrait que le loyer moyen à Dakar était de 99 000 francs CFA. Donc s'il y a une baisse de 30 000 francs CFA de loyer pour soulager les populations, cela va faire 30 000 francs de bourse familiale donnée à tous les locataires qui payent à peu près cette somme qui est de 100 000 francs environ. Nous l'accueillons avec beaucoup de plaisir, nous l'accueillons avec enthousiasme. Parce que c'est un combat qui a été mené pendant très longtemps et tous les gouvernants qui ont eu à passer ont eu à faire des promesses. Mais un tel engagement, nous venons de l'enregistrer pour la première fois. Cette décision, un bond en avant pour les locataires. Toutefois, son applicabilité demeure problématique. Ça va être difficile, ça il faut le dire. Ça va être difficile parce que le secteur est tellement déréglementé, désorganisé, qu'il faut des mesures draconiennes pour pouvoir venir à bout de ce problème. Mais un État quand même, c'est pour ça. Un État doit être fort, un État doit être puissant et évidemment si une autorité telle que le Premier ministre prend une telle décision, nous ne pouvons que croire fortement que cette décision-là sera appliquée et respectée. Le président de l'ASCOSEN pense qu'une telle décision est bien applicable. C'est tout à fait applicable parce qu'en fait, aujourd'hui, le prix du loyer est réglementé. Il y a même une loi contre la hausse illicite de loyer et que si, par exemple, on vous propose un loyer, vous pouvez le contester en allant voir donc, le juge du loyer qui va s'appuyer sur les travaux donc, des domaines pour pouvoir calculer ce qu'on appelle les surfaces corrigées. Donc c'est tout à fait faisable et ça a déjà été fait au Sénégal. Donc de 12,5% par le président Abdou Diouf. Le gouvernement compte renforcer les programmes d'habitat sociaux pour une meilleure prise en charge du secteur de l'habitat au Sénégal, réputé un des plus chers pays d'Afrique. À l'Assemblée nationale, hier, annonce a été faite par le chef du gouvernement de l'ouverture d'une enquête sur l'incendie au marché Sandaga. Les commerçants saluent la décision mais semblent beaucoup plus préoccupés par leur perte. Dédommagement reste le mot maître pour eux. C'est un reportage de Maïmouna Ndiaye. Sandaga réduit en cendres. Près de 150 cantines touchées par l'incendie. Le Premier ministre annonce une enquête dans sa déclaration de politique générale. Les commerçants ont leur avis sur cette question. Nous avons tëj suñu marché génn ñu
Nous ne sommes pas concernés par cet incendie. D'ailleurs, le préfet nous avait demandé de quitter les lieux avant le sinistre. Donc les commerçants sont exclus de cette enquête. lakk bi ci loxo préfet la nekk parce que caabi ñoom ñoo ni sécurité bi foofu la ne kon ñun moom amuñu lan lañ ci wax. enquête ak ñàkk enquête yëpp ñun ñoom lañ jàpp ne ñoom ñoo ko lakk. C'est l'État le principal responsable de l'incendie. Toutefois, nous demandons à être dédommagés. léegi que ñoom ñooy responsable bi. war nañ koo bi nag mu leer parce que am na nawle yu bari yu yàqule fii. On doit accélérer l'enquête parce que les dégâts sont énormes. ñoo dem na lu ñu war a ubbi la pour ñu leeral ñu xam lan moo ko waral. Aminata Touré a en outre promis la mise en place d'une stratégie plus active pour la gestion des risques et des catastrophes. Sur ce point, les commerçants approuvent. lu bari yàqu na ci dépôt bi waaw lépp lu newoon ci kaaw bi rek suufu dépôt bi rek yàqu na. L'initiative est bonne, une meilleure gestion des catastrophes, c'est tout ce qu'on souhaitait. Cela va nous aider à protéger nos biens. gañ yi fii lañ koy jël di ko yóbbu suñu njaboot waaw kon war nañoo mën a saytu ñu alal. bu ñu ko defee lu baax la. On salue cette nouvelle politique du gouvernement. pour lakk yi wàññeeku lu baax la. Dans son plan de redéploiement et de reconstruction des marchés au Sénégal, le gouvernement entend renforcer les actions de sécurisation. Quant aux commerçants du marché Sandaga, ils attendent toujours d'être recasés. D'ailleurs, ils ont entamé des concertations. Maïmouna Ndiaye, du côté des syndicats d'enseignants, c'est également la déception de l'avis du SAES, Science et Cussens. Le chef du gouvernement est passé à côté des véritables priorités de l'éducation pour ces syndicalistes. Entre la DPG de l'ancien Premier ministre Abdoul Mbaye et celle d'hier d'Aminata Touré, il n'y a aucune différence, nous dit Daouda Sao. Les syndicalistes du secteur de l'enseignement sont restés sur leur faim après la déclaration de politique générale. Pour les membres du SAES et du SAEMS-CUSEMS, il n'y a rien de nouveau dans le discours du Premier ministre que du déjà dit, du déjà entendu. Des annonces qui ne sont pas nouvelles en réalité. Le ministre de l'enseignement supérieur en parle depuis qu'il est là. Et il y a même que le ministre de l'enseignement supérieur qui l'avait précédé, qui se trouve maintenant dans l'éducation nationale, eh bien en parlait. Mais jusqu'à présent, on n'a pas vu. Nous n'avons rien senti comme nouveau sous le soleil. Dans la mesure où c'est pratiquement le même discours que son prédécesseur avait fait dans la même hémicycle, alors que en réalité il y a des préalables. Pour ces enseignants du supérieur et du moyen secondaire, leurs principales préoccupations n'ont pas été prises en charge. Ils notent par ailleurs un recul et une certaine incohérence dans le discours d'Aminata Touré. Le Premier ministre ne s'est pas du tout prononcé de façon claire sur ce qu'on appelle ici le protocole que le gouvernement du Sénégal avait signé avec le SAES. Il y a du recul parce que simplement elle a mis l'accent sur l'accès à l'éducation. En parlant du paquet, au moment où on parle de nouvelles écoles à réaliser, nous nous entendons par réaliser de nouvelles écoles à créer. Il ne s'agit pas de construction. Les abris provisoires risquent donc de revenir. Au moment où on parle de la réalisation de 200 nouvelles écoles, d'une centaine de collèges, de 15 lycées, on refuse de recruter des enseignants. L'année dernière. Après la DPG du Premier ministre, ces syndicalistes attendent des solutions concrètes et immédiates, notamment le respect des protocoles d'accord par le gouvernement. Madame le Premier ministre, c'est d'instruire son gouvernement, à travers le ministre de la fonction publique, de convoquer dans l'immédiat la séance plénière de signature du protocole d'accord, parce que rien ne s'y oppose aujourd'hui. Au-delà de ça, qu'elle instruise le ministre de l'Éducation nationale d'engager un partenariat franc et sincère avec les organisations syndicales. Nous sommes impatients parce que nous avons attendu des années durant. Pourquoi d'ailleurs les problèmes se sont multipliés? C'est parce qu'on a attendu, on a fait des promesses, on a fait des déclarations, on n'a rien respecté et les problèmes sont allés crescendo. Aujourd'hui, nous sommes rattrapés. Tout le système de l'enseignement supérieur est à refaire. L'annonce faite par le chef du gouvernement de développer la formation professionnelle et technique et la relation lycée-entreprise est approuvée par les enseignants. Mais il dénonce tout de même un manque de dialogue franc de la part du gouvernement.
Du côté de la santé, on se désole. Les préoccupations du secteur, d'après les syndicats, n'ont pas été prises en compte. La construction d'hôpitaux, la revalorisation du budget et le recrutement d'un personnel qualifié restent les soucis majeurs. Toutefois, on attribue à Mimi Touré la note de 7 sur 10, histoire de l'encourager à Diatala. Le SUTSAS et le SAS ne sont pas rassurés malgré les assurances du gouvernement sur l'effectivité de la couverture maladie universelle et la loi d'orientation sociale, entre autres engagements du Premier ministre. Comme note, on donnerait peut-être 7 sur 10, parce que en tout cas le discours a été concis et par rapport à nos attentes, on a entendu parler de la carte d'égalité des chances, qui est une préoccupation, une recommandation même des assises nationales sur l'action sociale, pour lesquelles on s'est battu, et la loi d'orientation sociale. On a entendu parler de la couverture maladie universelle, la question du loyer pour les travailleurs. Donc sur toutes ces questions, nous voyons quand même qu'il y a quand même de belles perspectives. Le problème majeur du secteur de la santé, c'est l'absence de politique de planification. Parce que j'ai entendu Madame le Premier ministre parler de la création de 11 centres de santé, plus une quarantaine de postes de santé d'ici 2017. Mais sur ce vœu, je n'ai pas vu parler de la construction d'un hôpital. Je ne l'ai pas entendu sur la spécialisation, parce que nous tournons autour de 73 cardiologues, 12 néphrologues, 12 neurochirurgiens, 25 psychiatres, 40 urologues. Ça ne suffit pas. Nous formons plus d'étrangers que de Sénégalais. Donc c'est là où j'invite l'État à prendre en charge la spécialisation pour faire revenir l'engagement décennal. Selon les membres des organisations syndicales, beaucoup reste à faire dans le secteur de la santé qui requiert une véritable politique de promotion. La santé et l'action sociale réunies, ça ne fait pas 11% du budget. Alors qu'en 2003 déjà, les chefs d'État s'étaient engagés pour 15%. Et si on doit réunir les deux secteurs, on devait au moins aller à 20%. Bon, nous avons vu aussi les ressources humaines. Il n'y a que 5000 recrues. On n'a pas entendu de perspective de recrutement pour les prochaines années. Et dans les 5000 et quelques recrues, il n'y a que 533 qui concernent la santé. Si vous ouvrez l'hôpital de Fatick et que vous ne recrutez pas du personnel qualifié, c'est du personnel politique qu'on va mettre là-bas. On va faire porter des blouses à des personnes qui n'ont aucune qualification et qui vont jouer leur rôle. Malgré tout, les syndicalistes saluent les quelques réalisations et proposent des esquisses de solutions à certains problèmes de la santé. Nous étions bien servis hier par rapport à sa déclaration de politique générale. Et les fonds de dotation aussi, il faut quand même qu'on arrive à les faire libérer à temps. Parce qu'on avait peut-être transféré des compétences avec trop peu de moyens. Et maintenant, les moyens aussi de la décentralisation, s'ils deviennent substantiels, il faudrait aussi que ces moyens aussi arrivent. On a l'impression aujourd'hui qu'on lance des politiques ambitieuses qui sont assez bonnes et n'ont pas les moyens de ces politiques. Or, si l'État n'a pas les moyens, on a parlé de création d'un fonds du sport. On peut créer un fonds dans le secteur de la santé. Il y a des chantiers inachevés. Quand elle a parlé de l'ouverture de l'hôpital de Fatick et de Matam en fin 2013, quand elle a parlé de Dalal Jamm et de Ziguinchor pour 2014, c'est bien, parce que ça c'est notre préoccupation pour de toujours. Et aussi, elle a parlé de la carte d'égalité des chances qui va permettre à l'handicapé d'accéder aux soins, d'accéder au transport, à l'emploi et au financement de leurs projets. Ça c'est extrêmement important. On peut, je vous dis, engranger plus de 100 milliards sur la base de taxes ou en tout cas d'impôts qu'on mettra sur le tabac, sur l'alcool et même sur les produits de consommation. Parce que c'est comme la mutualisation dont on parle. Les organisations syndicales de la santé souhaitent d'ici 2017 la réalisation de tous les grands chantiers pour un climat social apaisé et la promotion de la politique de santé et de l'action sociale. Autre sujet, le syndicat des routiers du Sénégal se dit lésé par le Premier ministre dans sa déclaration de politique générale. Ces transporteurs dénoncent également le coût élevé du timbre de permis de conduire qui, selon eux, de 5 000 francs est passé aujourd'hui à 10 000 francs. Nous écoutons là-dessus le secrétaire général du syndicat, Sam Ndiaye. Il est au micro de nos confrères. Un permis à point. Comment? Pour un chauffeur pareil. Aujourd'hui, le permis à point a été exigé, mais sans concertation avec les parties intéressées. Il y a des pour et des contre, il y a des enjeux, bien que peut-être ça pourrait être mis sur pied, mais avec une large concertation avec les parties concernées. Quand un chauffeur fait un accident, on l'a pris, on l'a jugé, on l'a condamné, mais il n'arrive plus à retrouver le permis, parce que le permis a été donné par un magistrat,
ce magistrat le garde dans ses tiroirs, le chauffeur peut courir des mois et des mois jusqu'à une année pour pouvoir retrouver son permis. Tu te réveilles un bon moment, tu payes 2000 francs. Le lendemain, on te dit que maintenant c'est à 4000 francs. Tu te réveilles un bon moment, on te dit à 5000 francs. Après quelques temps, on te dit que le timbre est à 10 000 francs. Moi, je pense que ce qui est plus important, ce n'est pas d'augmenter les timbres, c'est d'avoir au moins des centres de formation qui pourront permettre des chauffeurs créés dignes pour éviter au moins que des accidents se deviennent. Quand vous passez au niveau de la visite technique, vous payez. Mais une fois qu'on vous rejette, au retour, au lieu de conserver le prix que vous avez payé, vous allez repayer encore. Mais ça, c'est quoi? Qu'est-ce que vous voulez pour la visite? Ce que nous voulons, c'est un allègement total, se limitant uniquement sur les lumières, les freins et tout ceci, et d'abandonner certaines choses pour permettre, parce qu'aujourd'hui nous reconnaissons ensemble avec l'État que le parc immobilier au Sénégal est d'une vétusté caractérisée. Mouvement d'humeur chez les étudiants de la faculté de médecine, pharmacie et odonto. Ils ont décrété ce matin 96 heures de grève renouvelable. Ils protestent ainsi contre le manque de logements provisoires et la hausse notée dans les frais d'inscription. Le secrétaire général de l'amicale, Noé Léonard Baguidi, revient sur le problème et c'est au micro de Daouda Sao. Nous sommes en mouvement de grève parce que, à cause de 2 points principalement. D'abord, il y a nos logements provisoires que nous n'avons toujours pas reçus, alors que nous avons commencé nos cours depuis le mois d'octobre. Les étudiants, certains se sont déplacés, mais difficilement, car habitent dans des zones très éloignées. D'autres sont même restés chez eux, parce que nous ne pouvons pas faire la navette. Donc, depuis le mois de juillet, notre président de la commission sociale avait commencé à démarcher ces logements provisoires-là, mais sans gain de cause. On s'est rendu compte que notre autorité de tutelle, c'est-à-dire le directeur du COUD, il joue au dilatoire. Les inscriptions étaient au niveau de 4800, mais là, pour les nationaux et les ressortissants de l'espace UMOA, ils veulent que l'on s'inscrive de 25 000 francs à la première année à 75 000 au niveau des doctorants. Et pour les non-ressortissants de l'espace UMOA, et ceux dont les pays n'ont pas signé de convention avec le Sénégal, ils s'inscriront de 200 000 francs à 1 million de francs, ce qui est excessif. Donc ces 2 points-là nous ont poussé à décréter un mouvement d'humeur. Nous sommes allés en grève et avons arrêté les cours pour 96 heures renouvelables. Baccalauréat arabe, les premiers résultats sont tombés sur cette jury. Les 2 que compte Dakar ont enregistré 80 admissions d'office, 106 passent au second tour. Le président du jury 841 parle de satisfaction pour une première édition. Et c'est un reportage de Nafissatou Ossila à la caméra, Mohamed Tcha. Sur les 213 candidats qui ont composé au jury 841 du baccalauréat arabe, 22 sont admis d'office et 37 pour le second tour. Des résultats jugés pourtant satisfaisants pour une première organisation. C'est une très belle initiative parce qu'il y avait plusieurs bacs arabes, comme je l'avais dit, et l'harmoniser en arrivant à ce stade d'organisation où il n'y a pas d'impair avec ces résultats assez satisfaisants, c'est un coup de maître si on peut l'appeler ainsi. D'autant plus que les résultats sont encore meilleurs dans les autres centres. Si on prend le lycée Tiaroy, qui a eu de meilleurs résultats, et Kaolack. Aboubacar Traoré n'en revient pas. Il est le premier de ce jury, alors qu'il avait déserté les salles de cours depuis 2004. J'étais juste venu tenter ma chance et j'avais dit que même s'il fallait le refaire, je n'hésiterais pas. Déjà en 2004, j'avais obtenu un bac arabe qui malheureusement n'était pas reconnu par le gouvernement du Sénégal. Depuis, je n'ai pas étudié. Je pensais même que j'allais être recalé. Cependant, son principal souci reste de trouver les fonds nécessaires pour continuer ses études. Donc, forcément, ce sera très dur de trouver les moyens pour continuer les études. Je sollicite l'aide du gouvernement. Déjà, c'est moi-même qui paye mes études. Je souhaite vraiment que l'État du Sénégal me vienne en aide en me donnant une bourse d'études. Les examens du second tour de ce baccalauréat arabe sont prévus ce mercredi. Ils s'inscrivent dans la même logique que le baccalauréat général. Les candidats vont choisir 2 épreuves appelées dominantes et une épreuve non dominante. Parmi les dominantes, il y a littérature et langue arabe, il y a les études islamiques, il y a la philosophie, l'histoire et la géographie. Pour les non dominantes, ils vont choisir une épreuve parmi le français, l'anglais et les mathématiques. Ils ont déjà fait les choix. J'ai paramétré la machine. Pour cette première organisation du baccalauréat arabe, toutes les conditions ont été remplies. Reste aux organisateurs de l'améliorer.
Félicitations à l'ensemble du jury. Les nouvelles du côté de cœur Montmartre, les travaux de montage de la pièce de rechange destinée à la SDE se déroulent normalement. 85 ouvriers sont mobilisés pour la tâche. L'ancienne pièce est déjà déterrée. Le nouveau tuyau sera installé demain. L'entreprise française de Gremont s'est fixée en délai de 4 jours. L'approvisionnement en eau dans Dakar et environ sera ainsi perturbé d'ici vendredi. Tourisme, comment promouvoir la destination Sénégal chez les Hollandais? Ça a été l'objet de la rencontre de ce matin entre le ministre Omar Gueye et l'ambassadeur des Pays-Bas à Dakar. La décision a été prise d'inviter le Sénégal à prendre part au salon du tourisme qui se tiendra en janvier prochain aux Pays-Bas. Le ministre du Tourisme et l'ambassadeur reviennent ainsi sur l'importance d'un tel rendez-vous. Leurs propos sont recueillis par Ibrahima Kamara. Nous sommes aujourd'hui en train de développer un tourisme diversifié avec des pays émetteurs. Je donne un exemple, les Pays-Bas, l'année dernière, il n'y a eu que 200 touristes qui ont visité le Sénégal. Cette année, avec la mise en œuvre de cette politique, nous allons recevoir chaque semaine un vol qui nous vient du Pays-Bas avec 100 touristes jusqu'au mois de mai. À combien s'élève le montant que les Pays-Bas vous ont donné? Alors, jusqu'au mois de mai, cela donc devra faire 2000 touristes qui vont donc visiter notre pays. Les Pays-Bas, on est un pays riche, mais pendant l'hiver, il fait froid. Donc les Néerlandais cherchent des endroits où aller en vacances où il fait beau et il y a une stabilité politique. Alors il y a eu quelques problèmes dans les autres. Autrefois, les Hollandais allaient en Tunisie, en Égypte. Il y avait des problèmes politiques là-bas, donc les Hollandais recherchent des coins où il y a 5-6 heures de vol, pas plus, où ils peuvent aller se reposer et s'amuser pendant les vacances. Et le Sénégal offre cette possibilité, 5h30 de vacances, de belles plages, beaucoup de culture, une population qui est sympathique, on mange bien, donc vous avez beaucoup d'atouts pour un touriste. La page des sports, bonsoir Papa Abdoulaye. Bonsoir Ngonengom. On démarre avec la basket. Avec cette information, le directeur technique national démissionne, Ado Sano, et désormais ex-DTN donc du basket sénégalais. Il est parti pour convenance personnelle selon le chargé de la communication de la fédération de basket. Ado Sano avait remplacé Ousseynou Ndiaga Diop. Nous reparlerons de basket, mais pour le moment football avec la deuxième sortie des Lions locaux dans le tournoi de l'UEMOA et deuxième match nul pour les protégés de Joseph Koto, un partout devant le Niger. Mohamed Ndawa a égalisé pour le Sénégal, alors que dans l'autre rencontre de la poule B, le Bénin a cartonné face à la Guinée-Bissau, donc 5-0 pour les Béninois au classement. Le Bénin est leader avec 4 points, suivi du Niger, 4 points également. Le Sénégal, troisième, compte 2 points. Les 23 nominés pour le Ballon d'Or FIFA 2013 sont connus. Un seul Africain, il s'agit de Yaya Touré de la Côte d'Ivoire, milieu de terrain de Manchester City. Le Bayern de Munich en force dans cette liste avec 6 représentants, dont Ribéry et le gardien de but Neuer. Nous reparlons de la déclaration de politique générale du Premier ministre Aminata Touré avec des annonces comme la mise en place d'un fonds et d'une fondation pour financer le sport. L'appréciation de quelques présidents de fédération. Fondation ou fonds? Le débat avait fait jaser dans le milieu sportif il y a juste un an. Mais dans sa déclaration de politique générale, le Premier ministre Aminata Touré a coupé la poire en deux. Reste à savoir si ces deux annonces vont définitivement régler le problème du financement du sport au Sénégal. À mon avis, ces deux structures ne doivent pas avoir les mêmes types de ressources. Le Fonds national de développement du sport, en tant que structure mise en place par l'État, devrait s'adosser sur des ressources publiques. L'accompagnement, à mon sens, que l'État peut apporter à cette fondation, c'est simplement l'accompagnement du point de vue de la déduction des charges, fiscales imposables à toute personne qui volontairement voudrait mettre des ressources à la disposition de la fondation.
La question des infrastructures reste une préoccupation lancinante dans le milieu sportif. Et le basket n'est pas en reste. Avec le délabrement du stadium Marius Ndiaye, la construction d'une nouvelle enceinte reste une priorité. Le problème d'un nouveau stade, on en parle. On parle depuis des années. Je pense qu'aujourd'hui, le pouvoir, vous savez, chaque pouvoir a eu à laisser son empreinte. Je pense que Macky Sall donnerait un signal fort pour les infrastructures. Les infrastructures, c'est quoi? C'est la réhabilitation des stades, la création ou la construction d'un nouveau stadium. Pas n'importe où. Il ne faut pas qu'on nous envoie un stadium à Diamniadio, non, parce que là, c'est le rendre inopérant. Comme nous construisons un stadium au cœur de la cité, c'est là où se trouvent les basketteurs. J'ai discuté avec lui et il a une ferme volonté de le faire. Avoir la volonté de le faire et le réaliser, vous savez, il y a de l'espace. Et justement, c'est cet espace-là qu'on veut raccourcir. Globalement, les sportifs semblent rassurés par les annonces révélées par Aminata Touré. Ils attendent juste que ces effets d'annonce se transforment en actes concrets. Et puis, le choix du site de l'arène nationale pose toujours problème. Le sujet a été évoqué dans la DPG et Aminata Touré promet un site consensuel. Reportage Cheikh Tidiane John. Cet espace de 7 hectares situé entre les deux bretelles de la zone des Niayes suscite toujours polémique. Il y a quelques semaines de cela, le département en charge des sports avait indiqué que le choix était définitif pour abriter l'arène nationale de lutte. Les habitants de la commune d'arrondissement de Pikine-Ouest estiment que cette surface est le réceptacle naturel des eaux de pluie et le poumon vert de leur localité. Pour poser la problème de l'environnement, nous nous sommes dit que le poumon vert là, nous en avons besoin. Parce qu'à Pikine, nous vivons dans la promiscuité. Ça veut dire que dans les maisons qui doivent avoir peut-être 10 personnes, les gens y vivent au moins avec 30 personnes. Et derrière vous, il y a un lac. Et que l'État veut remblayer ce lac-là pour vraiment implanter l'arène nationale. Nous nous disons que peut-être si jamais une infrastructure de cette dimension est installée ici sur ce même site-là, je pense que la nappe phréatique va bouger et qu'il peut y avoir des risques d'inondation pour les quartiers environnants. Le maire de la localité, lui, précise que la zone des Niayes n'est pas appropriée pour abriter une arène nationale. L'État a des prérogatives de puissance publique. L'État doit respecter la légalité. Cette zone est protégée par ce qu'on appelle le décret sur le passe dune. Le décret sur le passe dune qui délimite les zones humides au niveau du Cap-Vert. Nous devons faire en sorte que ces zones soient préservées. Voilà ce qu'on dit. Ce site comprend le technopôle, le golfe de Dakar, les installations de l'ONAS, le bail de repro qui est de 60 hectares sur le site et qui a un projet d'horticulture portant sur 4 milliards. Pour la matérialisation de cette vieille promesse, le lieu pose toujours problème, d'où un consensus n'est toujours pas trouvé pour l'heure. Basket sur le terrain cette fois-ci avec le début du championnat nord-américain cette nuit. Le champion en titre Miami est à la recherche d'un 3e titre consécutif. La concurrence s'annonce rude avec la présence de Sénégalais comme le rookie Gorgui Sy Dieng des Minnesota Timberwolves, mais aussi Amady Ndiaye qui vient de signer chez les Sacramento Kings. Cheikh Sadibou Diarra. C'est parti pour le show de nuit de la NBA. La quête du triplé pour Miami Heat de LeBron James s'annonce difficile. La concurrence est renforcée. La conférence est plus relevée cette saison. Outre le champion en titre Miami, les Chicago Bulls qui ont récupéré leur meneur de jeu Derrick Rose sont leur plus grand rival. Finaliste malheureux à l'Est l'année dernière, Indiana Pacers qui a gardé intact son effectif reste un sérieux candidat. Tout comme les New York Knicks de Carmelo Anthony, qui sont épargnés par les blessures. Et les Brooklyn Nets de Deron Williams, renforcés par les anciens du Boston Celtics Kevin Garnett et Paul Pierce.
À l'ouest, San Antonio Spurs demeure aussi un candidat. Les coéquipiers de Tony Parker auront comme principal adversaire les Los Angeles Clippers de l'Athletic Blake Griffin, entraîné cette saison par l'ancien coach des Celtics, Doc Rivers. Oklahoma City Thunder de Kevin Durant, qui attend impatiemment le retour du meneur de jeu Russell Westbrook, et les Houston Rockets du duo James Harden-Dwight Howard se positionnent comme les outsiders. Les surprises peuvent venir de Minnesota Timberwolves, du rookie sénégalais Gorgui Sy Dieng, auteur d'une bonne pré-saison, mais aussi des Golden State Warriors qui ont accueilli l'explosif André Iguodala pour épauler le meneur de jeu Stephen Curry. La saison des Los Angeles Lakers est suspendue au retour en forme ou non de leur star Kobe Bryant, actuellement en rééducation. Un autre Sénégalais va aussi fouler les parquets de la NBA cette saison. Il s'agit de l'international Hamady Ndiaye, pensionnaire des Sacramento Kings. Que le spectacle commence. Merci CSD, cher Sadibou Diarra. C'était tout pour les sports. Ngoné Ngom. Merci à vous, Pape Abdoulaye. À présent, on va parler de toute autre chose, du Kankourang, qualifié d'être surnaturel. On prête au Kankourang le pouvoir de protéger les circoncis contre les mauvais esprits. Une tradition mandingue que d'autres communautés ont bien adoptée, nous dit Ibrahima Kamara. Le Kankourang, un personnage rituel qui participe aux sociétés d'initiation chez les Mandingues de la Sénégambie. Le Kankourang protège les initiés contre les mauvais esprits. Vous savez, on est en Afrique, il y a des valeurs, il y a des forces invisibles, il y a des malfaiteurs, il y en a qui interviennent la nuit pour faire du mal. Le Kankourang est là avec un ensemble de pouvoirs mystiques qui permet vraiment de défendre l'enfant pendant ce séjour dans la case de l'homme, parce que, dit-on, le séjour de l'enfant dans la case de l'homme le fragilise en termes de protection. Et il faut un être suprême qui soit là et qui puisse donc le protéger. C'est pourquoi le Kankourang est là et veille sur les circoncis, donc les enfants, nuit et jour. Et c'est pourquoi même vous verrez, quand en période de calamité, on fait sortir le Kankourang, en période de difficulté, le Kankourang est là, juste pour protéger, parce qu'il est doué d'un certain nombre de pouvoirs permettant d'assurer une protection de la société. Le rite d'initiation qui marque le passage de l'adolescence à la vie d'homme s'est étendu à d'autres communautés et groupes de la région. C'est une famille Manzagua. C'est nous qui avons décidé, après on les a circoncis cette année. Ouais. Oui, c'est la famille Manzak seulement. Ouais. Pas toute la famille de Simbani Brazo, toutes les Manzak de Simbani Brazo. C'est concernant une famille Manzak appelée Mpembat. C'est la famille Mpembat, oui. L'accompagnement des initiés jusqu'au bois sacré se fait dans la liesse populaire pour donner plus de courage dans leur retraite. Après le bois sacré où a lieu la circoncision, retour au village. Le Kankourang est l'un des facteurs de brassage entre plusieurs communautés de langues différentes. Ce rituel est l'occasion pour les jeunes circoncis d'apprendre les règles de comportement qui garantissent la cohésion sociale. Le Samasso, qui se trouve être des épreuves physiques pendant les dernières périodes donc, du séjour dans la case de l'homme, ça s'appelle donc le Samasso, pour essayer de vérifier, de tester la bravoure donc, de l'enfant qui pourrait s'imposer dans la défense nationale et le patriotisme. Et également, il y a d'autres épreuves, notamment le Daïlendo, où on donne la parole à l'enfant qui puisse s'exprimer, de pouvoir donc savoir comment, dans une foule, ou bien s'il s'agit de prendre la parole, comment le faire. Merci Ibrahima Kamara. À présent, nous recevons notre invitée, Madame Fatou Diom. Bonjour. Bonjour. Bonsoir. Plutôt, Bonsoir. vous êtes écrivain. On connaît Fatou Diom à travers un peu son ouvrage, Le ventre de l'Atlantique. On a parlé de vous, de votre œuvre. Aujourd'hui, des années après, disons 10 ans, vous aviez parlé de l'immigration. Qu'est-ce que le sujet vous inspire aujourd'hui, 10 ans après? Comment appréciez-vous un peu la situation? 10 ans après, je me demande si mon livre a été utile, parce que depuis ce temps-là, on a écrit beaucoup d'autres livres. Et encore il y a quelques jours, il y avait cette tragédie de Lampedusa. Donc moi qui vis en Europe, je suis à Strasbourg. Donc avec l'information au quotidien, on a des drames de l'immigration qui continuent. Et comme je l'avais fait déjà pour mon livre Le ventre de l'Atlantique, je le refais. On ne peut que demander aux dirigeants africains de nous donner de l'espoir, de donner à la jeunesse des moyens de résister, des moyens de bâtir un avenir ici, chez soi. Parce que partir, ça aide. C'est une ouverture.
Ça peut être une chance pour certains d'entre nous aussi. Mais c'est vrai que c'est difficile. Et pour tout le monde, même pour ceux qui s'en sortent, on passe toujours par des difficultés. Je pense que si l'Afrique a un jour les moyens de donner l'espoir à sa jeunesse, cette jeunesse-là ne va plus risquer sa vie. On est en gagner longtemps, mais n'empêche, les jeunes veulent partir. Oui. L'Europe se barricade aussi. Vous qui vivez un peu à l'étranger aujourd'hui, quel conseil donnez-vous concrètement aujourd'hui? Est-ce qu'il y a possibilité? Qu'est-ce que vous allez dire aujourd'hui à nos jeunes qui nous regardent pour les inciter à rester? Peut-être c'est pas facile, mais bon. Vous savez, je suis encore jeune peut-être pour donner des conseils, mais je leur dirais tout simplement qu'on soit en France, au Sénégal ou en Amérique, toute personne lutte pour sa survie. Dans ce monde-là, rien n'est gratuit. Donc les choses n'arrivent pas du ciel, c'est un combat à mener. Qu'on soit au Sénégal ou en France, il y a un combat à mener. Si vous êtes en France et vous ne travaillez pas dur, ou vous n'avez pas fait des études, vous n'avez pas certaines formations, ça peut être beaucoup plus difficile que vous. Ce ne sont pas tous les gens qui vivent bien. Mais ça, c'est difficile à entendre, vous savez, pour quelqu'un qui rêve... C'est toujours mieux là-bas quand même. Mais oui, mais l'herbe est toujours plus verte ailleurs. Mais je pense qu'on peut aussi être lucide de voir la réalité économique mondiale. Le problème, ce n'est pas une question d'Europe et d'Afrique seulement. Le problème, c'est un manque d'équilibre dans le partage des richesses du monde. Le problème, c'est une difficulté dans la gestion des ressources de l'Afrique. L'Afrique n'a pas besoin d'aide. L'Afrique n'a pas besoin d'envier l'extérieur. L'Afrique a besoin de respect. Si on achetait les matières premières de l'Afrique au prix qu'elle mérite, peut-être que l'Afrique aurait suffisamment de ressources pour bâtir sur place et développer des choses et donner l'espoir à la jeunesse africaine. Après le ventre de l'Atlantique, Madame Fatou Diom, on vous retrouve à la librairie avec Impossible de grandir. Et cette fois, vous racontez quoi? Cette fois-ci, je parle des familles, des structures familiales. Vous savez, au Sénégal, il y a ce qu'on appelle pudiquement la fameuse Kersa. Et ça, c'est la pudeur chez nous. Et puis cette image qui colle à la famille africaine où tout le monde est entouré, on est soudé. Tout ça est vrai. Mais osons aussi regarder parfois l'état. Dans ce livre, j'ai osé aborder le sujet des fameux Domu Djitlé au Sénégal. Ce qu'on appelle les enfants illégitimes ou les bâtards. En tout cas, les enfants nés hors mariage ou avant mariage. Et parce que ces enfants-là, souvent, on leur fait payer ce qu'on reproche à leurs parents. Donc voilà. Et ça, je trouve ça absolument injuste parce qu'aucun enfant ne choisit une manière de naître. Et quand on regarde la sourate 3 du Coran, c'est Al-Imran. Dans Al-Imran, ils disent que c'est Dieu qui a décidé de vous former à sa manière dans la matrice de son choix. Et c'est lui qui décide de l'existence de tout individu. Donc quelqu'un qui est croyant ne peut pas tout simplement décider que tel être humain ne devrait pas vivre et que tel autre est bien né, que tel autre doit bien vivre et que tel autre ne devait pas être là. C'est la question que j'aborde parce que moi je l'ai vécu, j'en ai souffert et j'en connais beaucoup d'autres qui rasent les murs à cause de ça. Impossible de grandir. Parce qu'il est difficile de devenir adulte, vous dites c'est oser se retourner et enfin faire face au loup. Oui, devenir adulte, c'est oser se retourner, faire face au loup. C'est-à-dire tout ce qu'on fuyait, tout ce qui faisait mal, tout ce que les gens vous disaient pour vous faire baisser la tête. À un moment donné, il faut se redresser pour dire si je suis sur cette terre, c'est que j'y ai ma place. Je n'ai pas choisi comment y être. Si on m'aime comme je suis. Si on ne m'aime pas, tant pis. Mais j'ai le droit d'y être comme tout un chacun. Et donc, c'est une manière aussi de dire aux familles sénégalaises, les enfants, tout ce que vous dites quand quelqu'un est petit, ça reste dans la mémoire. Ça revient d'une manière ou une autre. Or, parfois, on voudrait refaire l'histoire, et pas seulement les victimes. Parfois, les gens qui ont fait souffrir voudraient aussi rectifier leurs actes. Mais à ce moment-là, c'est trop tard parce que les blessures sont inscrites. Donc, je dis impossible de grandir parce qu'il est difficile de grandir avec une histoire, avec une honte, entre guillemets, avec un reproche fait aux parents. Parce qu'on a besoin d'être fiers de ses ascendants pour pouvoir se construire. Et là, j'ai l'occasion de venir en parler grâce au Goethe Institut qui m'a invité. Et de vous rencontrer là-bas, le grand public. Voilà, le Goethe Institut m'a invité pour faire une rencontre autour du sujet, autour du thème, parce que la littérature, c'est beaucoup de poésie, c'est beaucoup de rêves, mais c'est aussi, comme disait Semben Ousmane, de notre société en face, garder tout ce qu'il y a de meilleur et jeter tout ce qui nous alourdit, tout ce qui nous empêche d'avancer. La modernité, ce n'est pas une plante rare qui pousse seulement en Europe, c'est ce que je dis. Et la société africaine, elle évolue. Et nous devons avoir le courage d'avancer avec. Et demain, je serai à 17h30 au Goethe Institut avec tous qui me feront le plaisir et l'amitié de venir là partager ces réflexions-là. On espère que ce sera une réussite. Mais j'espère. Sinon, je vais chanter. Hein. Et je suis sur la bonne chaîne pour le dire. Ça va bien se passer, Inch'Allah. Merci Fatou Diom. Merci d'avoir répondu à mon invitation. Merci pour votre accueil. Merci, à vous, chers téléspectateurs. C'est fini pour ce soir. La rédaction vous donne rendez-vous demain 7h dans Yeoulen. Quant à moi, je vous dis très bonne soirée.